Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Trou de la Sécu, une histoire à creuser. Frais excessifs de gestion, rendement insuffisant du personnel, nombreuses fraudes. Le 17 mai 1950, le quotidien L'Information financière, économique et politique consacre un article à une enquête de l'inspection des finances. Le titre donné par le journal est édifiant, « Les trous de la sécurité sociale ». Ainsi, seulement 5 ans après sa création, il est déjà question de déficit, estimé alors à 15 milliards d'anciens francs. Mais qu'en est-il au regard de l'histoire ? Oui, un peu d'histoire pour éviter les trous de mémoire. La sécurité sociale. Le premier milliard, 39,19 milliards, 42,7 milliards. On sera bien obligé de trouver l'argent quelque part. Bruno Palier, bonjour. Bonjour. Le compte est bon ? Le compte est bon. Autour, on a reconnu des chiffres et des lettres. Nicolas Da Silva, bonjour. Bonjour. Et à côté des chiffres, il y a les lettres. Voilà. Les lettres portées par l'histoire avec Bruno Palier. Vous êtes politiste, directeur de recherche au CNRS à Sciences Po et au Centre d'études européennes. Et Nicolas Da Silva, économiste, maître de conférence en sciences économiques à l'université Sorbonne Paris-Nord. L'importance du regard porté par l'historien sur cette histoire de trou de la Sécu. Première question. 1945, la sécurité sociale est créée. Est-elle déficitaire ? Est-ce que le déficit est à l'origine même de la réflexion qu'on doit avoir sur ce trou de la Sécu, Bruno Palier ? En fait, ce qu'il faut dire pour le point de départ, c'est que la sécurité sociale est faite pour avoir des déficits, c'est-à-dire que dans les concepteurs même de la sécurité sociale, notamment de Pierre Laroque et des partenaires sociaux d'Ambroise Croizat, on ne veut pas que la logique budgétaire, qui est par exemple typique du système britannique de santé et de protection sociale plus générale, s'impose à la France. Et donc on dit c'est un système où ce qui doit être premier, c'est le besoin social. Si je suis malade, je dois pouvoir être couvert. Quand je serai vieux, je dois pouvoir recevoir une retraite. Et ensuite, on trouve les fonds, c'est-à-dire des cotisations sociales. Et donc, le fait qu'il y ait une séparation, une déconnexion entre ce qui guide les dépenses, c'est-à-dire le besoin social, et ce qui guide les recettes, c'est-à-dire le travail et les cotisations sociales, est pensé dès le départ comme un esprit de liberté pour la sécurité sociale. C'est ce que dit Pierre Laroque. Je souhaite que la demande sociale ne soit pas soumise à la contrainte budgétaire. Donc, l'État n'est pas censé jouer un rôle important. L'impôt n'est pas censé financer la chose. On veut que ça soit financé par ceux qui ont les besoins, c'est-à-dire par le travail et par les cotisations sociales. Mais du coup, vous pouvez avoir des déficits et ce n'est pas conçu comme un problème. Et d'ailleurs, il y en aura en 50, 51, il y en aura à la fin des années 50, parce qu'il suffit, à l'époque, d'augmenter les cotisations sociales pour répondre à la demande sociale qui augmente du fait du progrès médicaux, du fait que en plus de gens sont assurés. Nicolas Da Silva, c'est ça ce système mis en place en 1945, c'est de dire les travailleurs, les travailleuses vont cotiser et puis on verra avec l'ensemble de ces cotisations comment on peut les soigner. S'il n'y a pas assez, on va augmenter les cotisations. Oui, exactement. Et alors, on voit bien avec ce que vient de dire Bruno Palier qu'il y a des conceptions contradictoires, conflictuelles de ce qu'est la sécurité sociale et que, alors que Bruno Palier a présenté l'une des conceptions originelles, c'est-à-dire la sécurité sociale qui est là pour répondre à des besoins, éventuellement pour produire des soins, pour financer une production publique de soins. Bien face à cette conception, il va y avoir les conceptions qui sont plus gestionnaires, qui vont, aller sur la critique de l'immensité financière de l'institution et donc insister sur les déficits qui sont réels, parfois mythifiés. Et donc on voit bien là qu'en fait, autour de cet enjeu de la sécurité sociale, il y a un enjeu de conflit matériel, mais aussi conflit dans les imaginaires. Qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale ? Et comme l'a dit Bruno Palier, au début, la question, c'est surtout de dire que la sécurité sociale doit répondre à des besoins. Elle doit notamment produire des soins, redistribuer des revenus, etc., etc. Et c'est pour ça qu'en fait, la sécurité sociale en 45, elle est déficitaire. Alors, je vais aller vite en disant ça. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale, elle n'existe pas en 45. Il y a les ordonnances du 4 et du 19 octobre qui créent la sécurité sociale sur le papier, elle sera mise en œuvre en 46. Sauf qu'en fait, l'histoire de la sécurité sociale, l'histoire de la protection sociale en France, elle est bien sûr antérieure avec les lois d'assurance sociale de 1928-1930. Et pendant la guerre, ces caisses, elles sont régulièrement en déficit. Et
quelle est la première chose qui est faite au moment de la libération? Eh bien, c'est de dire que ces déficits, on va les éponger comment? En augmentant les taux de cotisation. Parce que, non pas parce qu'on serait dans une situation financière beaucoup plus fleurissante à la fin de la guerre, au contraire, le pays est appauvri, mais du fait d'un changement dans l'ordre social, eh bien, on considère cette fois-ci que ce qui était impossible devient possible. Et donc, on augmente les cotisations. D'ailleurs, qui paye ces cotisations concrètement? Parce que il y a les personnes qui travaillent, il y a les patrons, il y a ce salaire différé quelque part avec ces cotisations. Comment Bruno Palier s'est conçu aux origines? On est encore en 1945, on l'a bien dit, ce sont les ordonnances, mais l'application, c'est l'année suivante, 1946. Alors, la conception, c'est de dire qu'il faut confier le financement à ceux qui bénéficient de la protection sociale, donc au travail, puisque l'ordonnance du 4 octobre, elle dit bien il est institué un système de sécurité sociale pour les travailleurs et leurs familles. Et donc, le financement, ça doit reposer sur le travail. Après, formellement, on attribue un pourcentage des cotisations sociales au patronat et un pourcentage aux salariats. Donc, c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales patronales et salariales. Je dis formellement, c'est ce qu'on voit sur la feuille de paye. Enfin, on le voit plus récemment, parce qu'avant, on le voyait pas trop, mais à partir des années 90, on le rend visible. Après, il y a des grands débats de savoir sur qui ça pèse. En vrai, les entreprises disent depuis les années 50, mais très très fortement à partir des années 80, que ça pèse sur elles. Donc, c'est les fameuses charges sociales. C'est dans les années 80 qu'on se met à utiliser ce vocabulaire-là. Beaucoup d'économistes disent que, in fine, c'est les travailleurs et les consommateurs qui se retrouvent à payer dans les mécanismes économiques. Mais formellement, en tout cas, il y a une répartition entre cotisations patronales et cotisations salariales, et la France a la particularité de demander beaucoup plus formellement sur la fiche de paye aux cotisations patronales qu'aux cotisations salariales. Je dis ça parce que on dit souvent qu'on a un système qui est d'inspiration bismarckienne, donc puisque Bismarck est le premier à avoir rendu obligatoire les assurances sociales, et une des règles que Bismarck avait imposées, à la demande d'ailleurs du patronat allemand, c'est qu'il y ait la parité entre les cotisations patronales et salariales. Ça, c'est une règle d'or en Allemagne que nous n'avons pas en France. Oui, parce que vous nous dressez, là, Bruno Palier, les différents systèmes en place au même moment. Donc, le système britannique, vous l'avez dit, celui que la France décide de ne pas suivre. Donc, le système britannique, c'est un système où l'État va jouer un rôle vraiment fondamental, à la fois dans la mise en place d'un système national d'assurance sociale, donc au tout début du XXe siècle, qui va financer des retraites, mais des retraites de base pas très généreuses, qui va financer le système de santé, qui deviendra un système national de santé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en gros, un service public de santé financé par l'impôt et vraiment géré par l'État. Et Pierre Laroque, qui connaît bien ce système, il était parti à Londres suivre De Gaulle, rentre et dit, nous, il est hors de question d'avoir un système où c'est l'État qui contrôle, parce qu'on sait très bien que quand l'État contrôle, en fait, c'est la contrainte budgétaire, c'est plutôt les citoyens en tant que payeurs d'impôts qui contrôlent les décisions, et donc on veut confier le financement, mais aussi la gestion à ce qu'il appelle les intéressés, la gestion par les intéressés. Ça, c'est très important de voir qu'en 1945, dans la continuité historique de la France, mais on le rend très explicite, on considère que la sécurité sociale doit revenir aux intéressés, c'est-à-dire aux travailleurs. Donc on a une gestion ouvrière, c'est-à-dire qu'il y a dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, il y a une majorité de représentants des ouvriers, les 2/3 par rapport aux représentants du patronat, et on dit très explicitement c'est pas l'État. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas bien en France, mais les organismes de sécurité sociale sont des organismes de droit privé, donc loi 1901, avec on leur confie, on leur délègue une mission de service public, mais les personnes qui travaillent à la Sécu, c'est pas des fonctionnaires. Alors ils l'ont appris à leurs dépens quand il y a eu des réformes uniquement du secteur privé de la retraite. C'est une des preuves, c'est pas la même chose. Et pendant très longtemps, on a vraiment considéré que c'était deux mondes différents, le monde de la sécurité sociale et le monde de l'État, du budget de l'État. Voilà, un système britannique avec un État fort, un système français qui s'inspire du système allemand bismarckien, le chancelier Bismarck à la fin du 19e siècle. On peut faire juste une petite parenthèse pour dire qu'il y a un autre système quand même aux États-Unis. Il y a un système qui fait reposer d'abord sur le marché et les acteurs privés le plus possible de ce que nous on appelle la protection sociale, c'est-à-dire si les assurances privées sont prêtes à prendre en charge la couverture des dépenses de santé, on les laisse faire. Si elles sont prêtes à s'occuper des retraites, on les laisse faire. Et l'État n'intervient que quand les assurances privées n'acceptent pas, ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire aux États-Unis pour la santé, pour les personnes âgées, donc au-delà de 65 ans, en fait, c'est un système d'assurance maladie comme en France. Et puis pour les plus pauvres, c'est un système d'assistance maladie pour
pour les plus pauvres. De même, en matière de retraite, en fait, va se mettre en place un système d'assurance vieillesse minimale aux États-Unis, mais minimale de façon à ce que les fonds de pension puissent se développer. Donc on a un primat du marché et une complémentarité suiviste de l'État dans ces systèmes-là, qui fait un système très inégalitaire et extrêmement coûteux, hein, si on veut comparer les choses. C'est en général pas une très bonne idée de confier au marché, à la concurrence, les missions de protection sociale. Oui, parce que dans ces missions de protection de la sécurité sociale, il y a la santé, il n'y a pas que la santé aux origines de la sécurité sociale. Nicolas da Silva, La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, c'est l'ouvrage que vous avez publié à La Fabrique avec une préface de Bernard Friot, hein, le sociologue, l'économiste, qui est un grand spécialiste aussi de ces questions-là. La bataille de la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire de bras de fer, cette histoire de la Sécu ? Bien sûr, l'idée dans ce titre, c'est de mettre en évidence quelque chose qui est souvent peu évoqué, c'est le fait que la dynamique qui conduit à la création des institutions de la protection sociale, la Sécu de 45 mais aussi ce qui le précède, donc cette dynamique, son moteur souvent, ce sont des conflits. Et alors ça sera des conflits sociaux qui peuvent aller de conflits sociaux classiques à la révolution. Les grandes lois de protection sociale suivent des révolutions, notamment celle de 1848, mais ça peut être aussi des conflits militaires. Et en fait, ce qu'on appelle habituellement l'État social, c'est-à-dire le fait que l'État s'immisce dans les questions sociales, ça attend les grandes guerres mondiales. C'est à ce moment-là qu'on observe dans les dépenses publiques l'arrivée massive de la question sociale, parce qu'il est question de protection sociale tout au long du 19e siècle, mais l'État n'intervient pas, il se refuse à intervenir, et c'est d'ailleurs ce que le sociologue Henri Hatzfeld appelle l'objection libérale. Pourquoi ? Eh bien pour une raison qui va être mise en évidence jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que si on donne des droits, eh bien ceux qui bénéficient de ces droits sont susceptibles d'en abuser et de faire preuve d'imprévoyance. Et donc il y a vraiment cette idée que il faut pas donner des droits parce que ça va avoir des conséquences néfastes d'un point de vue économique et social. Et donc il faut vraiment attendre pour observer dans les statistiques publiques l'émergence d'une politique sociale importante en France, la Première Guerre mondiale. Et ensuite, évidemment, la Seconde Guerre mondiale. Et alors, ce que j'essaie de mettre aussi en évidence, et qu'a évoqué Bruno Palier, c'est le fait que, bien sûr, l'émergence de ces institutions, elle repose sur une dimension conflictuelle, sur une logique conflictuelle, mais elle va aussi donner naissance à des formes d'intervention publique au sens d'obligatoire, qui sont des formes différentes. Et donc, il va y avoir la forme qu'on connaît aujourd'hui, l'État social, au sens où c'est l'État qui maîtrise la politique sociale, et ce qu'on connaît en 1945, qui est différent, hein, c'est une forme de protection sociale publique qui n'est pas portée par l'État. Public, non pas au sens juridique, ça a été dit, juridiquement, les caisses de sécurité sociale sont de droit privé, mais public au sens où on a des cotisations obligatoires qui mettent en forme une protection sociale sur les grands risques que l'on connaît, la maladie, la retraite, les allocations familiales avec les risques sur la famille. Et en fait, tout ça, c'est géré par les intéressés eux-mêmes. D'abord, avec une répartition dans les conseils d'administration à 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour les représentants d'ouvriers, 1 tiers pour les représentants patronaux, et très rapidement ensuite 1 quart, 3 quarts. Et alors ça, c'est très important parce que évidemment, la politique sociale en France, la Sécu, c'est pas l'État. Et donc il va y avoir toute une conflictualité sur ce que doit être la politique publique. Et cette conflictualité sur ce que doit être la politique publique, elle va prendre tout un tas de formes, et notamment pour légitimer le retour dans le giron de l'État de la politique de la sécurité sociale, la mise en évidence, la tentative de mise en évidence d'un trou de la Sécu. Parce que tout l'enjeu pour les défenseurs d'une étatisation de la sécurité sociale, c'est de montrer que les ouvriers, montrer que les partenaires sociaux, comme on dit aujourd'hui, eh bien, ils sont incapables de les gérer. Et pour montrer qu'ils sont incapables de gérer, il faut mettre en évidence l'existence de déficits. Or, en fait, tout ça est très instrumentalisé. On n'est pas capable de le faire. Mais cette volonté d'étatiser la sécurité sociale, de la réformer en faisant une politique publique de l'État plutôt que d'une politique publique d'une autre forme de démocratie, qu'on appelle la démocratie sociale par exemple, eh bien en fait elle est
concomitante à la naissance de l'institution. Dès le début, il y a plein de forces sociales qui sont contre la Sécu telle qu'elle existe, c'est-à-dire une Sécu gouvernée par les intéressés. Et donc, dès les premiers débats à l'Assemblée nationale, après la mise en œuvre de la sécurité sociale, apparaît cette critique. La sécurité sociale ne doit pas être gouvernée par les intéressés, et au contraire, il faut que ce soit l'État qui reprenne la main. Avec ici beaucoup de métaphores, hein. On voit le trou qui commence à se creuser. Moi, je vous propose un monstre à 5 pattes. Si nous voulions à toute force trouver une définition, nous dirions que c'est un monstre à 5 pattes. Chaque patte étant une des branches: vieillesse, maladie, maternité, accident du travail et allocation familiale. Le monstre allaite et dévore en même temps ses enfants, sans qu'il paraisse apporter toujours du discernement dans cette double opération. Aussi, les nouvelles couches sociales promises au monstre freinent-elles. Chacun cherche un biais pour aborder le monstre plutôt du côté des mamelles que des crocs. Le Parlement, dont les bonnes intentions pavent notre enfer, a hâtivement décidé d'y pousser trop de gens sur lesquels on ne sait trop comment prélever les cotisations. Raphaël Laloum qui lisait Le Figaro en 1948, un article, Le monstre à 5 pattes. Bruno Palier, cette histoire-là demande, mais comme toujours en histoire, d'être contextualisée, et c'est important de le rappeler, hein, cette sécurité sociale de 1945-46, enfin des premiers temps, n'est pas la même qu'aujourd'hui. Hein. Non. Je crois que c'est important pour comprendre cette histoire conflictuelle de voir ces conflits entre qui et qui. Et de la fin du 19e siècle jusqu'à 1945, c'est un conflit entre les réticents, qu'on pourrait appeler les libéraux, à la fois les professions libérales et ceux dont l'idéologie se dit même comme libérale. Donc par exemple un Guizot. C'est connu, Guizot, il dit « enrichissez-vous ». Il dit « ne comptez pas sur les assurances sociales, constituez-vous un patrimoine et ne rendons pas obligatoire, comme l'a fait Bismarck, les assurances sociales ». C'est ça le contexte de la position de Guizot. Et le débat à l'époque, c'est un débat sur l'obligation. Est-ce que l'État doit rendre obligatoire les assurances sociales comme l'a fait Bismarck, ou est-ce qu'on laisse à chacun l'initiative de se constituer un patrimoine, de prendre une assurance, donc une perspective plus libérale. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans ces oppositions-là, on va trouver des gens qu'on n'attend pas à trouver. C'est-à-dire qu'il y a une partie des patrons qui sont pour l'obligation parce qu'ils payent déjà, donc notamment beaucoup le patronat catholique qui paye déjà. Et dans les opposants, on va trouver la CGT parce qu'ils sont contre l'idée de rendre obligatoire de payer des choses qui ne serviront pas à beaucoup de salariés. C'est l'idée que les retraites, si on les serre à 65 ans, il y aura les 2/3 des ouvriers qui seront morts avant, donc la retraite est morte. Donc on a des configurations assez intéressantes, mais la grande opposition, c'est ceux qui disent laissons l'initiative, laissons les gens épargner, se constituer un patrimoine, laissons le marché faire aussi, et puis les autres qui disent non, on a besoin d'obligations et de constituer des droits. Et c'est dans ce cadre-là que se conçoit la notion d'État-providence. C'est ceux qui sont opposés à l'obligation qui disent que l'État ne doit pas se substituer à la providence, non à l'État-providence. Ça, c'est le premier contexte. Et l'État est mis en demeure de trancher, et en fait, il va trancher en 1945 à rendre obligatoire véritablement la sécurité sociale, les assurances sociales. Il y a eu 2 tentatives, 1910 qui n'a pas très bien marché, puis 28-30, Nicolas y faisait allusion, mais là aussi les caisses d'affinité vont être très différenciées. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est parce que les réticents ont été considérablement affaiblis, c'est-à-dire que les représentants du patronat, je ne dis pas tous les patrons, mais les représentants du patronat, donc l'organisme de l'époque avait collaboré, de même que les instances coordinatrices des mutuelles avaient collaboré, donc elles sont absentes du débat, et c'était les 2 grands réticents. Vous avez parlé des mutuelles, donc je ne reviens pas dessus, et pour le patronat. Et là, donc l'État joue un rôle avec Croizat, donc communisme, avec la CGT et avec la ROC, pour dire on rend les choses obligatoires. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que l'État, il n'a pas une couleur, une saveur particulière tout au long de l'histoire. C'est qu'il répond au rapport de force et agit là. Et l'État, il est très clair, il dit je ne veux pas m'en occuper. En fait, Pierre Laroque, c'est un haut fonctionnaire. C'est lui qui met en place les ordonnances, les choses, jusqu'au début des années 50. Il partira assez vite, en fait. Mais il dit il ne faut surtout pas que ce soit l'État qui s'en occupe, l'État budgétaire.
Et donc, on va avoir ce système qui est porté par les forces que je décrivais là et qui n'a pas de problème avec le déficit. Il y en a des déficits, mais c'est pas un problème, c'est pas construit par un problème. Par contre, on voit bien que dès les années 50, les anciens réticents reviennent. Hein, donc, on a le Figaro, vous le citez, on a les forces patronales, les représentants patronaux qui disent ça nous coûte trop cher, c'est mal géré. Bah oui, c'est géré par les ouvriers, donc il commence à dire que c'est mal géré. Il y a un peu l'idée de fraude, etc. On n'a pas encore véritablement le discours de ça nous coûte trop cher les cotisations, les charges sociales. Ça va venir un petit peu plus tard. Mais on voit que c'est encore les mêmes forces qui sont en opposition, sachant que ce sont les forces du côté de la protection sociale rendue obligatoire et portée par les ouvriers qui a gagné. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a un substrat économique qui est très porteur, c'est que la pensée économique dominante après 1945 en Europe et dans le monde développé, en tout cas riche, c'est la pensée keynésienne. Et dans la pensée keynésienne, le fait qu'il y ait des dépenses publiques qui soutiennent la consommation est plutôt bien conçu. Et c'est, moi, il me semble qu'on peut dire que c'est à partir des années 40-50 que la sécurité sociale est pensée comme partie prenante du modèle keynésien. Donc il y a en France le rôle des salaires et de la négociation salariale du salaire minimum qui est très important pour porter la consommation, mais il y a aussi l'idée que si on est malade, on continue de toucher un revenu, donc on peut continuer de consommer. À partir de 58, on aura une assurance chômage. Donc on a une pensée keynésienne. Et c'est assez intéressant de voir qui enseignait l'économie dans les différents endroits. Bon, moi je connais bien Sciences Po, c'était des keynésiens jusqu'aux années 70 et ils n'ont pas de problème avec la Sécu, au contraire, ça porte la dynamique de croissance, ça permet de voir plus loin dans sa consommation, donc d'accéder au crédit, parce que même si on n'a plus de boulot, même si on est malade, on aura toujours un revenu. Ça permet de relancer la consommation en période de récession, donc on augmente aussi les prestations sociales pour relancer la consommation. Donc on est dans un paradigme économique qui fait que il n'y a pas que le fait que les forces du travail ont gagné, si vous voulez, il y a aussi la pensée économique dominante qui dit c'est bon, vous pouvez y aller. Pour l'instant. Et dans une période de croissance. Nicolas da Silva. Je pense qu'il est très important d'insister sur ce qui change entre avant et après 45. Qu'est-ce qui change avec la sécurité sociale? Parce qu'en fait, des caisses avec des cotisations obligatoires, il y en a déjà avant. Ce sont les caisses d'assurance sociale 1928-1930 pour les risques maladie et retraite, les caisses d'accident du travail dès 1898 et les caisses d'allocation familiale qui sont créées et consolidées surtout au début des années 30. Donc les caisses existent déjà. Donc qu'est-ce qui change? C'est pas la création de ces caisses, c'est pas la création de l'obligation. L'obligation de cotisation existe déjà. Alors qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est la fin du paternalisme social. C'est-à-dire que désormais, ceux qui cotisent vont aussi décider. Alors qu'auparavant, ceux qui cotisaient n'avaient pas le pouvoir de décision sur l'usage des fonds. Et c'est pour ça, et c'est surtout comme ça qu'on explique l'opposition, notamment de la CGT avant-guerre. Lorsque il y a cette proposition, notamment de la retraite ouvrière et paysanne en 1910, eh bien, ça a été évoqué par Bruno Palier. La CGT dit oui, mais c'est la retraite pour les morts. Pourquoi? Parce qu'on demande aux ouvriers de cotiser pour les retraites et partir à la retraite à un moment, à un âge où en fait, en moyenne, ils sont déjà morts. Évidemment qu'ils n'en veulent pas. Leur opposition n'est pas sur le principe de la protection sociale, mais sur le fait de savoir qui va la gouverner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les caisses d'accident du travail étaient gouvernées par le patronat et par les assureurs privés à but lucratif. Les caisses d'allocation d'assurance sociale étaient gouvernées par les mutualistes qui étaient intégrés à l'ordre dominant, à l'ordre social dominant, et les départements, donc plutôt dépendants des pouvoirs de l'État. Et les caisses d'allocation familiale étaient gérées par le patronat et avec une influence du clergé et des associations familialistes. Donc c'est pour ça qu'il y a une hostilité, parce qu'on cotise, mais on décide pas de comment on cotise. Et ça a comme conséquence concrète, c'est qu'on va toujours se demander si celui qui demande à accéder à son droit le fait pour de bonnes raisons. Est-ce que le pauvre est un bon pauvre ou un mauvais pauvre? La question demeure. Et en fait, ce qui se passe avec 1945, et c'est ce que dit aussi Larocque, c'est qu'en fait, on va mettre fin au paternalisme social qui existait auparavant, notamment celui de la mutualité, mais pas seulement, parce que désormais, les cotisants vont décider. Et en fait, ça va changer des choses, puisque quand on a la maîtrise sur les fonds, on va pouvoir
décider ce qu'on en fait. Alors évidemment, en 1945-46, la sécurité sociale, elle n'est pas complètement indépendante de l'État. Elle ne fait pas ce qu'elle veut de tous les fonds, mais elle a des marges de manœuvre. Et elle utilise ces marges de manœuvre pour améliorer la vie des gens qui sont des gens comme eux. Et ça change tout. Donc ça, c'est très important. Et ça explique aussi pourquoi il y a plein d'oppositions. Les oppositions, elles viennent d'où? Elles viennent du patronat, parce qu'auparavant, il avait plus de pouvoir, maintenant, il en a moins. Elles viennent des mutualistes. Auparavant, il avait le pouvoir, maintenant, il en a beaucoup moins. Il va parler de la sécurité sociale dès l'après-guerre comme une institution totalitaire. Donc, il y a des oppositions qui sont très, très fortes, et elles se donnent à voir dès le début, encore une fois. Et il y a un débat fameux en 1949, où on voit déjà une matrice des critiques à la sécurité sociale qui est étrangement contemporaine. On va insister sur le fait que, il y aurait des abus. Et donc là, vous en avez beaucoup parlé au début de la semaine avec Olivier Faure sur la question de l'assistance au 19e siècle, notamment dans les hôpitaux. L'existence mythifiée d'abus fait qu'en fait les droits sont plus légitimes. Et donc dans l'Assemblée nationale en 1945, on va trouver des députés qui disent en fait on ne peut pas laisser perdurer la sécurité sociale, non seulement parce qu'elle coûte très cher, mais aussi parce qu'elle laisse proférer les abus, elle laisse proférer l'absentéisme, elle baisse la productivité dans les entreprises. Vous avez un autre député qui va nous dire déjà que l'espérance de vie augmente, alors il faut réduire l'âge de départ à la retraite. Et enfin, un dernier mot sur le fait que dès ces moments-là, on nous explique à l'Assemblée nationale, on est en 1949, que dans la concurrence internationale, il suffit pas de se contempler, il faut se comparer. Or, comment font nos entreprises lorsqu'elles sont en concurrence, par exemple, je cite, avec les entreprises japonaises dont les ouvriers se nourrissent d'un bol de riz. Donc on voit déjà là l'enjeu du dumping et la finesse d'analyse aussi de ceux qui sont les opposants à la sécurité sociale. Alors est-ce que monsieur et madame Munoz abusent? Tentative de réponse. Regardons vivre quelques instants cette famille française moyenne. Madame Munoz a 3 enfants. Elle a bénéficié, avant la naissance de chaque enfant, d'allocations prénatales, de tous les soins dont elle aurait pu avoir besoin, d'une allocation maternité à la naissance de l'enfant. Ce qui a coûté à la sécurité sociale, et cela pour chaque enfant, 3 000 francs actuels environ. Pour le premier, comme elle travaillait auparavant, elle aura touché globalement 4 200 francs avec l'indemnité de salaire. Monsieur Munoz est ouvrier spécialisé, il est salarié. Il perçoit pour sa petite famille 250 francs environ d'allocation familiale et 100 francs de salaire unique, sa femme restant à la maison. En cas de maladie et cessation de travail prolongée, ses allocations familiales seront maintenues et ses frais médicaux lui seront remboursés à 80% ainsi qu'à toute sa famille. En cas d'accident du travail, en plus de l'indemnité journalière, les frais médicaux seront entièrement remboursés ainsi que tous les frais de rééducation si le cas se présentait. Madame Munoz peut donc regarder la vie avec confiance. Regarder la vie avec confiance, c'est pas rien quand même, en 1965. Les actualités qui présentent monsieur et madame Munoz dans le cours de l'histoire aujourd'hui, le trou de la sécurité sociale, ça a fait toute notre vie d'actualité, on l'a toujours entendu, ce trou de la sécurité sociale, et je sens poindre l'idée qu'en fin d'émission, on ne va plus le regarder de la même manière avec vos explications, Bruno Palier. C'est vrai que, placé sur le temps long, cette histoire du déficit qui apparaît quand d'ailleurs? Parce que dès la naissance de la sécurité sociale, on l'a entendu, il y a des oppositions. Je vous citais cet article de 1950 dans l'Information financière qui parle déjà des trous de la sécurité sociale. Ça y est, il est là, il est déjà creusé, mais au sens où on met en avant quelque chose qui est inhérent au principe même de la sécurité sociale. C'est ce que je disais en début d'émission, c'est que le système, il est pensé de telle façon qu'il peut être amené à avoir des déficits, mais les concepteurs, les gestionnaires du système ne le considèrent pas comme un problème, il suffit d'augmenter les cotisations sociales. Donc ça va devenir un problème à partir du moment où on va considérer qu'augmenter les cotisations sociales n'est pas une bonne idée. C'est ça en fait qui se passe, et ça c'est à partir de la deuxième moitié des années 70 et plus encore au cours des années 80 que l'on va commencer à regarder les cotisations sociales avec un regard beaucoup plus accusateur. Pour reprendre le vocabulaire de Bernard Friot, mais qui lui-même reprend celui des acteurs, dans les années 50, 60, 70, les cotisations sociales sont considérées comme du salaire différé, c'est-à-dire quelque chose que je retrouverai plus tard, notamment au moment de la retraite. C'est comme si c'était de l'argent qui est mis à part, différé dans le temps, que je revois, mais que je peux revoir plutôt
si je suis malade ou si je suis au chômage, et qui fait l'objet aussi d'une redistribution pour les familles avec enfants. Donc ça, c'est une conception positive de la chose et qui marque aussi l'acceptation de la part des salariés de payer pour la protection sociale, alors avec une plus ou moins grande conscience de la façon dont ça se passe, parce que cette notion de salaire différé, elle est très trompeuse, parce que l'argent qu'on donne à la sécurité sociale, il revient immédiatement dans la poche des bénéficiaires, que ce soit les malades, les retraités, etc. C'est ce qu'on appelle la solidarité, une solidarité entre les générations, entre les personnes qui sont en risque et les personnes qui pourraient avoir ce risque un autre jour. Toujours est-il que c'est une vision positive. Et puis, ce qu'on voit dans le vocabulaire, c'est qu'à partir des années 70, où le déficit de la sécurité sociale devient plus régulier, c'est-à-dire à peu près tous les ans à partir de 74, où en fait le décrochage entre la croissance économique et la croissance des dépenses sociales est plus marqué. J'ai montré que dans les années 70-80, les dépenses augmentent de 4 points plus vite que les recettes, que la croissance, et avec l'absence d'une volonté d'ajuster les choses, c'est-à-dire de dire on fait comme avant, c'est-à-dire que puisque les dépenses sociales augmentent très vite, on augmente les cotisations très vite, on a un regard différent. Pourquoi on n'augmente pas les cotisations très vite à partir des années 70-80 ? 1, parce que ça ne se fait pas naturellement, parce qu'on a moins de croissance. Mais 2, parce que le contexte économique a changé. D'abord, le contexte du paradigme économique. Donc je disais qu'on était keynésien jusque au milieu des années 70, ce qui se passe dans les années 70, c'est que avec l'arrivée de Raymond Barre comme Premier ministre, donc en 1976, on a explicitement, et c'est assez intéressant, avant Thatcher, le tournant de la politique vers l'offre. Raymond Barre est très explicite. Il faut arrêter de soutenir la demande, arrêter de soutenir la consommation, ça crée de l'inflation. Ce qu'il faut, c'est restaurer les profits, restaurer la profitabilité des entreprises, donc se tourner vers l'offre, être favorable aux entreprises, etc. Bon, voilà, on baigne là-dedans depuis 40 ans, et en particulier depuis 7-8 ans, mais Barre est très explicite là-dessus. Et donc, tout ce qui peut créer de l'inflation, contribuer à l'augmentation des salaires, il faut limiter. Par exemple, l'augmentation des cotisations sociales. Donc ça, c'est du côté de la droite. Ce qui va vraiment confirmer, consolider la chose, c'est que la gauche, qui se dit comme telle, arrive au pouvoir en 1981, fait un plan de relance qui passe par une augmentation très forte des prestations sociales, notamment du minimum vieillesse. Donc on refait un usage keynésien de la sécurité sociale, et il y a des expériences vécues comme extrêmement traumatisantes, mais malheureuses et ratées, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, les capitaux s'enfuient, le franc est attaqué, déficit de la sécurité sociale, et la même ministre qui enseignait le keynésianisme à Sciences Po, Madame Questiot, va porter, elle aussi, un plan de sauvetage de la sécurité sociale. C'est le tournant de la rigueur, et c'est l'acceptation par la gauche de gouvernement de se tourner vers l'offre et de ne plus tout faire reposer sur la demande. Donc ça, c'est le changement de paradigme. Et puis, on va rentrer dans un nouveau monde, le monde des plans de sauvetage de la sécurité sociale, avec une course effrénée pour combler le trou qui ne sera jamais. Moi, j'ai montré que des années 70 à 1996, un changement constitutionnel sur lequel on viendra, il y a des plans de sauvetage de la sécurité sociale tous les ans, sauf les années qui précèdent une grande élection, qu'elles soient les élections présidentielles ou législatives. Ce qui montre bien combien c'est politique tout ça. C'est pas seulement des faits objectifs, il y a un écart entre les dépenses et les recettes. Bruno Palier, réformer les retraites, un de vos ouvrages, presse de Sciences Po, la réforme des systèmes de santé aux presses universitaires de France, avec, vous l'expliquez bien, ce contexte, la croissance, la concurrence, puis la politique, la conception du monde. Juste, on peut peut-être dire un mot aussi de l'augmentation des coûts de santé, parce que se soigner en 1945, ça coûte peut-être moins cher que de se soigner un peu plus tard, quand de nouveaux appareils arrivent, quand on peut pousser les examens un peu plus loin. C'est la structure des dépenses de santé, effectivement, qui a considérablement changé. Donc, pas seulement le montant, mais la structure. Dans les années 40, la moitié des dépenses d'assurance maladie, c'est les indemnités journalières, c'est-à-dire le remplacement du revenu quand on est malade, et l'autre, c'est les dépenses de traitement et de personnel hospitalier. Aujourd'hui, 95% des dépenses de santé, c'est des dépenses de soins de santé, donc principalement les personnels, donc les médecins, enfin les remboursements des frais de médecins, les hospitaliers, etc., les médicaments, et 5%, c'est les indemnités journalières. Et puis, effectivement, les progrès médicaux font que
c'est beaucoup plus coûteux. Mais surtout, ce qui a d'abord porté l'augmentation des dépenses, c'est qu'on a couvert tous les Français, alors que c'était pas du tout le cas avant. Et moi, je voudrais revenir sur l'expression « regarder l'avenir avec confiance ». D'abord, c'était l'objectif de la sécurité sociale, la sécurité du lendemain, ça c'est l'expression d'Ambroise Croizat. Et il ne faut pas oublier, à travers toutes les critiques qu'on entend, il ne faut pas oublier les progrès sociaux qu'ont permis la sécurité sociale, c'est-à-dire l'espérance de vie, la fécondité, l'amélioration. Ça a été bon pour monsieur et madame Munoz, mais ça a été bon pour l'économie. Vous avez quand même des gens beaucoup plus productifs, en meilleure santé. Ça a été bon pour les patrons. Et je voudrais dire ça là, maintenant, c'est qu'il ne faut pas non plus dresser une histoire noire et blanche de la chose. C'est-à-dire que la sécurité sociale, du fait qu'il y a eu une gestion où les patrons étaient plus ou moins présents, mais sont revenus très présents à partir de 67, ça a aussi créé ce qu'on appelle le paritarisme, des partenaires sociaux qui ont certes des visions du monde différentes, des intérêts différents, mais qui gèrent quelque chose en commun. Et ça crée des compromis. Et ce monde-là de la protection sociale, il est aussi source de beaucoup de conflits, mais aussi source de paix sociale. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, les marxistes authentiques des années 50 sont radicalement contre la sécurité sociale parce qu'ils disent ça empêche la révolution, puisque ça légitime l'ordre économique et social existant, ça établit de la paix sociale, chacun retrouve un petit quelque chose. Et donc Poulantzas, qui est un grand marxiste structuraliste, dit que la sécurité sociale, c'est la béquille du capital. Et donc je tiens à dire ça pour montrer que c'est aussi la source de beaucoup de compromis, de paix sociale, de progrès social. On retrouve le titre de votre livre, Nicolas da Silva, la bataille de la Sécu, parce que c'est une question de bataille et une bataille de mots. Cette expression « trou de la Sécu », en fait, c'est une arme aussi utilisée avec un objectif, bien entendu, c'est reprendre en main cette histoire-là. Oui, bien sûr. Il faut vraiment revenir sur cette expression du trou de la Sécu. En fait, qu'est-ce que c'est que le trou de la Sécu ? C'est pas une réalité comptable, c'est pas une réalité statistique. Le trou de la Sécu, c'est un cadrage du débat public sur ce qu'il convient de penser de la situation de la sécurité sociale. Et alors évidemment, ce cadrage, il choisit une façon de considérer la sécurité sociale et pas d'autres, alors que d'autres sont possibles. Et il en a été question jusqu'à présent, c'est-à-dire des conceptions plutôt keynésiennes, des conceptions plutôt plus radicales, qui peuvent considérer que finalement la sécurité sociale, c'est un nouveau mode de production, c'est une façon de produire notamment des soins de santé alternatifs au marché, ou bien ça peut être un coût, un poids. Et donc là, c'est vraiment le langage dominant d'aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a des alternatives à la façon dont on conçoit ce que c'est que la sécurité sociale. Sauf que le trou de la Sécu, justement, ça cadre le débat public. Et là, évidemment, tous les mots, tous les chiffres sont en ordre de bataille pour convaincre d'une réalité qui est en fait éloignée de la situation comptable. Et alors là, les mots, ça va être justement le trou, le gouffre, les déficits, la dette. Puis il va y avoir plein de chiffres. Alors si on veut les chiffres contemporains, ça va être le déficit de la sécurité sociale. C'est en 2023 10 milliards d'euros de déficit. Alors qui se représente de 10 milliards d'euros ? Même quand on est un défenseur acharné de la Sécu, on se dit mais c'est incroyable, 10 milliards. Il faut vite sauver la Sécu, quitte à faire quelques efforts. Alors qu'en réalité, d'autres mots, d'autres chiffres peuvent donner à voir une réalité différente. C'est pour ça que le trou de la Sécu, justement, il problématise les questions de sécurité sociale d'une certaine manière et appelle certaines réformes plutôt que d'autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, l'idée qui est diffusée avec le trou de la Sécu, c'est que la sécurité sociale, c'est une institution en déficit permanent, c'est une institution qui est mal gérée, qui fait régner, qui a beaucoup de bonne volonté, qui a beaucoup de bons principes, mais qui fait régner les abus, les excès, etc., etc. Et donc, il faut la réformer. La réformer pour la sauver. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire la réformer ? Ça veut dire réduire les accès aux droits. Ça veut dire remettre en cause les progrès jusqu'à présent. Maîtriser les dépenses, comme on dit aujourd'hui. Alors qu'en fait, on peut contester cette idée de trou de la Sécu au moins à deux niveaux. Le premier niveau, c'est sur la réalité du déficit. Hier comme aujourd'hui, en fait, c'est pas si évident que ça de dire qu'il y a un déficit de la Sécu. D'abord parce que la Sécu, en fait, ça n'existe pas. Il y a plein de caisses différentes. Et en fonction de comment on compte, on fait apparaître des déficits ou non. Et ensuite, deuxième niveau, c'est d'où viennent ces déficits ? Est-ce qu'ils viennent justement, encore une fois, d'abus, d'excès, ou est-ce qu'ils viennent, par exemple, d'une politique des caisses vides ?
Avec ce vocabulaire, trou de la sécurité sociale, frais excessifs de gestion personnelle qui abusent, et puis toutes ces fraudes, certains pourraient parler de concordance des temps. Nous affectons des cotisations à la maladie, nous affectons une cotisation à la vieillesse, alors qu'avant tout était mélangé. Et nous créons 3 caisses distinctes, si bien que les cotisants, les Français qui payent des cotisations, sauront exactement pourquoi ils les payent. Et que les droits des vieillards, des malades, des familles, seront des droits qu'ils exerceront à l'encontre d'une caisse qui sera la leur, en quelque sorte. De cette manière, le gouvernement pense que les dirigeants des caisses seront naturellement conduits à prendre davantage de responsabilité dans la gestion du régime et dans l'équilibre du régime. Et cette responsabilité plus largement acceptée, je crois qu'elle sera en fin de compte un facteur de justice. Voyez-vous, quand on regarde actuellement la carte, on s'aperçoit que les régions pauvres, les régions où les équipements hospitaliers, le nombre des médecins est faible, où les équipements hospitaliers sont médiocres, ce sont les régions où les dépenses de maladie sont faibles. Et si, comme nous le souhaitons, la Caisse nationale d'assurance maladie affecte à chaque caisse, au départ, une certaine dotation dépendant de ses charges, alors cela sera à l'avantage des régions pauvres. Naturellement, si telle ou telle caisse est en difficulté, la Caisse nationale, comme actuellement, viendra à son secours. Autrement dit, vous ne voulez pas régler seulement le problème du déficit immédiat, mais voir beaucoup plus loin. Oui, et faire que les Français comprennent davantage que la sécurité sociale, c'est leur chose. C'est leur chose, et non point une sorte de manne qui tomberait du ciel. C'est leur chose. Jean-Marcel Jeannet, qui était alors ministre des Affaires sociales du général de Gaulle, c'est le gouvernement Pompidou, en 1967, avec ce système de caisses. Alors, attendez, Nicolas Da Silva, expliquez-nous, Bruno Palier, c'est quoi ces caisses? Alors, il y a des caisses pleines, il y a des caisses vides, il y a des caisses en déficit. La sécurité sociale, c'est pas une institution unique. C'est-à-dire qu'il y a différentes caisses en fonction des types, des risques, c'est-à-dire la maladie, la retraite, les allocations familiales, et selon les types de personnes qui cotisent, parce que les caisses, elles vont être différentes en fonction souvent de la profession. Et ça, l'objectif, c'est en 67, avant, c'était pas comme ça. Quoi. L'objectif initial des promoteurs de la sécurité sociale, c'est de réussir à aller vers la caisse unique. Et c'est pour ça qu'en fait, au début, les caisses de sécurité sociale, il y en a 2. Il y a la caisse d'allocation familiale d'un côté et les caisses de sécurité sociale de l'autre. Dans les caisses d'allocation familiale, c'est le risque famille, et dans les caisses de sécurité sociale, et bien là, on a effectivement la maladie, la retraite, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et donc, ce qui va se passer progressivement, c'est qu'il va y avoir les critiques qu'on a dites, plus ou moins justifiées, et arrive cette réforme, ces ordonnances Jeannet 1967, qui vont réorganiser la sécurité sociale. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, la sécurité sociale d'aujourd'hui, elle doit beaucoup plus à 67 qu'à 45. Et alors, comment elle est justifiée, cette réforme? Parce que là, le son nous fait croire que il y a l'idée de rendre la sécurité sociale. Mais en fait, elle était déjà aux gens, la sécurité sociale. Mais ce qui se passe, c'est que il y a des critiques sur la façon dont c'est géré pour retirer l'organisation qui est à ce moment-là faite d'élections à 3/4, 1/4 dans les caisses de sécurité sociale, 3/4 de représentants du salariat, à cette époque-là surtout des ouvriers, et 1/4 du patronat. Et alors, l'un des arguments, c'est vraiment cette idée que la sécu c'est mal géré, et que en fait il y a des déficits permanents. Et alors ce qu'on peut regarder, et là c'est le débat, la bataille sur cette réalité du déficit, parce qu'on nous impose cette idée qu'il y a eu un déficit permanent, sauf qu'en fait à l'époque, quand on regarde, il y a un débat sur la réalité du déficit qui oppose ceux qui pensent qu'il y a un réel déficit et ceux qui disent non, le déficit il est causé par l'État. Et donc ça c'est le débat qu'on appelle à l'époque le débat des charges indues. C'est-à-dire que l'État va imposer à la sécurité sociale certaines dépenses pour certaines prestations à verser à des gens qui sont pas cotisants. Alors les membres des caisses disent oui mais pourquoi pas? Mais alors on veut bien verser des prestations, mais il faut des cotisations préalables, sinon on est en déséquilibre financier. Et si on est en déséquilibre financier, vous État, vous allez remettre en cause notre pouvoir de gestion. Et en fait c'est ce qui se passe. J'ai mon collègue Victor Duchesne qui a travaillé sur cette question-là entre 1945 et 1967, il y a 8 années où il y a un déficit. Sauf que quand on prend en compte les charges indues, donc c'est-à-dire les déficits qui sont liés aux demandes de l'État non financées, en fait il n'y en a plus que 4 dans des années de crise particulière. Et donc on voit bien comment il y a une instrumentalisation du déficit pour aller vers cette réforme qui prévoit la réorganisation avec la création de 3 caisses, donc cette fois-ci les retraites,
et la maladie vont être séparés, il va y avoir la création de l'ACOS, mais il va y avoir surtout la fin des élections. Et dans les débats à cette époque-là, on a des députés qui nous disent que, en fait, les élections, ça coûte cher à organiser. Et donc, on va repasser à de la désignation. Ah ouais, et enfin, dernière chose, on va passer à une composition des conseils d'administration 50-50. C'est-à-dire, c'est que c'est à ce moment-là qu'est créé le paritarisme. 50% de représentants du salariat, 50% de représentants du patronat. Et en fait, alors qu'on a habituellement l'idée que c'est quelque chose de plutôt positif, le paritarisme, à ce moment-là, en fait, c'est un recul démocratique. Puisque les ouvriers qui sont démographiquement la masse des gens ont 3/4, ce qui est encore inférieur à ce qu'ils représentent, et ils vont passer à la moitié. Et donc il y a une grande contestation sur ce principe-là, parce que dès 45, dans les commissions de préparation de la loi, la CGT notamment dit simplement dans les conseils d'administration, il faut une personne, une voix. Et donc on en est très très loin. On est très loin. Bruno Palier. Donc là, on entend bien dans le son que vous avez donné de Jeannet que va émerger le thème de la responsabilisation, c'est-à-dire que qui va prendre les décisions difficiles, celles d'équilibrer les comptes, et ça va être en fait un jeu de mistigris de 1967 jusqu'à 1996, en gros, c'est-à-dire que chacun dit c'est parce que l'autre, celui d'en face, ne prend pas ses responsabilités. Donc le patronat dit les ouvriers sont pas bons à gérer. L'État dit les deux n'y arrivent pas non plus, et ça va mener à une tendance qui va se transformer en étatisation du système à partir de 1996, les réformes Juppé, où c'est vraiment l'État qui décide. Mais donc cette longue période de 67 à 96, c'est cette période de mise en accusation des autres de ne pas prendre ses responsabilités. Moi, je voudrais faire une remarque sur les charges indues, puisque c'est effectivement la rhétorique que vont développer les syndicats, en particulier FO, à partir des années 50, 60. C'est pas de notre faute, c'est parce que l'État nous demande de payer pour des choses qu'on ne devrait pas payer, c'est des charges indues. Et il faut bien voir que cette rhétorique-là représente aussi un très grand danger pour la protection sociale et la solidarité, puisque cette rhétorique-là, elle dit la sécurité sociale ne peut s'occuper que des salariés, que de ceux qui travaillent et qui payent des cotisations sociales. Nous, on n'est pas responsable des pauvres, on n'est pas responsable des jeunes, on n'est pas responsable des femmes au foyer, par exemple. Ça, c'est des charges indues. C'est l'État qui nous demande de le faire. Et moi, je pense que ça pose un problème sur la conception de la solidarité que l'on a là, et c'est là où la comparaison des systèmes de protection sociale est intéressante, c'est que certes aller vers le marché, je le disais, c'est pas une très bonne idée, comme les libéraux, comme les Américains, mais il y a d'autres systèmes inspirés plus par Beveridge qui disent mais la protection sociale, c'est la protection sociale de tout le monde, de tous les citoyens, et donc si on commence à dire il y a celle qui est valide pour les salariés parce que c'est du salaire différé, parce que on l'a payé pour, on la mérite bien, on est en train en creux de créer un monde dans lequel il y a une autre aide sociale qui s'appelle d'ailleurs, qui s'appelait l'assistance et qui s'appelle l'aide sociale pour ceux qui n'ont pas payé les cotisations. Et donc cette rhétorique de la charge indue, donc qui est dans le jeu de mistigris et dire c'est pas de ma faute, c'est les autres qui nous imposent des choses, elle va en fait introduire un sacré virus dans le système qui va séparer le système, qui va faire qu'il va y avoir un système de sécurité sociale, assurantiel, contributif, qui va être consolidé, mais restreint à ceux qui ont vraiment payé des cotisations. Et on va voir se développer un deuxième système beaucoup moins bon, beaucoup moins généreux, beaucoup moins soutenant d'assistance sociale à travers la CMU pour l'assurance maladie, à travers le RMI, à travers un ensemble d'assistances, avec tous les risques de stigmatisation, tous les refus de solidarité que l'on connaît quand on fait des politiques spécifiquement pour les pauvres. Il y a quelque chose qu'on connaît bien dans les études sur les politiques sociales, c'est des politiques pour les pauvres sont de pauvres politiques, on n'est pas prêt à y mettre beaucoup d'argent. Donc moi, je tiens à souligner que cette rhétorique des charges indues, elle a généré aussi l'idée qu'il faut mettre un système à côté pour ceux qui n'ont pas cotisé, pour les plus pauvres. Et malheureusement, à force de restriction des assurances sociales, de plus en plus de gens tombent dans cette protection sociale de deuxième ordre, de moins bonne qualité, avec toutes les oppositions dont jouent aujourd'hui les partis d'extrême droite. Excusez-moi d'aller dans le monde contemporain, mais les partis d'extrême droite, ils accusent absolument pas la Sécu, la protection sociale qu'on a méritée, qu'on a payée. Ils accusent les abus de ceux qui sont à l'assistance et qui pompent l'argent des impôts, etc. Donc voilà ce que j'avais envie aussi d'ajouter sur le risque de cette idée de distinguer dans les solidarités.
Oui, puis on voit à quel moment ça commence à apparaître, cette histoire-là, et la comparaison avec les autres systèmes. Vous avez cité le système Beveridge, du nom de l'économiste homme politique britannique. Donc on voit surtout à l'œuvre dans les pays nordiques, en fait, en Suède, etc., où il y avait une solidarité, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, vraiment universelle, où on ne faisait pas de distinction entre est-ce que tu as payé des cotisations ou pas pour savoir si on avait les droits à la santé, à la formation, à une retraite décente, etc., et à de l'éducation et à un soutien des jeunes. Et puis, l'histoire avance, le contexte change. On l'a dit, 1967, il y a ces ordonnances Jeannet qui transforment considérablement cette histoire de la sécurité sociale, mais c'en est pas fini pour les réformes. Nous sommes maintenant au milieu des années 1970. Quant au financement de la sécurité sociale, il sera assuré dès 1976 et pour 1977 par une majoration des cotisations et par de premières mesures d'économie. Une large concertation conduite par le ministre du Travail et par le ministre de la Santé aura pour but de déterminer les moyens par lesquels il sera possible de maîtriser l'évolution d'un système de protection auquel tous les Français sont attachés et qu'il convient de sauvegarder. Raymond Barre, en 1976, c'est ici un nouveau temps de la sécurité sociale. Déjà, le contexte a changé. Il y a ce qu'on appelle, après les chocs pétroliers, cette crise économique. Et puis, la vision dans l'avenir a sans doute été fortement chamboulée. Nicolas da Silva, comment on doit comprendre ces réformes des années 1970 ? On voit bien l'évolution. Depuis 1945, les choses ont déjà profondément changé sur qui maintient la sécurité sociale. Et l'État, là, est de plus en plus présent. Oui, alors en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que les critiques qui étaient minoritaires à la création de l'institution, en fait, elles deviennent majoritaires et les rapports des forces changent, puis les institutions changent, parce que là, on parle de la sécurité sociale, mais progressivement, le contexte plus général, économique, va changer avec progressivement l'intégration dans la mondialisation telle qu'elle se construit, la mondialisation avec progressivement des contraintes sur l'ordre monétaire, des contraintes sur les échanges avec la libéralisation, justement ce fameux libre-échange qui va se développer progressivement, ça se matérialise dans des institutions qui sont très bien connues, notamment les institutions de l'Union qui vont devenir celles de l'Union européenne, mais les institutions européennes, et en fait les grandes réformes de la sécurité sociale sont souvent aussi associées à des exigences d'intégration à la construction européenne, et donc en fait c'est ce choix qui va être progressivement, ancré, finalisé, de considérer que finalement la sécurité sociale, c'est une politique sociale comme une autre, qui doit rentrer dans le giron de l'État, qui est qui doit agir en tant que fin régulateur pour favoriser le développement dans un cadre qui est un cadre renouvelé. Et donc c'est l'acceptation, ou enfin pas l'acceptation, parce qu'il y a encore beaucoup de conflictualité bien sûr, mais c'est la capacité de ce modèle théorique, de cette vision de la sécurité sociale dans un monde, lui, qui est en train de changer aussi, qui s'impose. Et c'est pour ça que va s'imposer progressivement cette idée que finalement, la sécurité sociale, c'est une charge sur les salaires, et puisque c'est une charge sur le salaire, si on veut des entreprises compétitives, il faut limiter le développement de cette charge, il faut limiter les dépenses publiques en général, celles de la sécurité sociale en particulier. Et là, on est vraiment au moment des années 70, ça a été dit tout à l'heure 80, ça va être le moment où vraiment cette conception va dominer très profondément les lectures autour de la sécurité sociale. Elle va dominer dans les actions, dans les réformes qui sont menées, mais elles vont être évidemment très fortement contestées, puisque évidemment tout le monde sait bien à ce moment-là et aujourd'hui encore que la sécurité sociale c'est une institution de progrès, et il n'est pas question de se résoudre à la remise en cause de ces progrès. Oui, progrès comme une évidence, et en même temps sans cesse réformé. Vous nous l'avez dit, Bruno Palier, les années 1980 et la gauche au pouvoir ne changent pas les choses tant que cela. Et dans les années 1990, avec notamment les réformes Juppé, on voit bien que cette évolution se poursuit. La part de prise de décision des travailleurs est de plus en plus réduite.
Les années 70, c'est très bien décrit, enfin la fin des années 70 par Barre, on l'entend, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Majoration des cotisations, c'est les décisions principales, quelques mesures d'économie, donc ça c'est dit les premières, donc effectivement des déremboursements en assurance maladie, on est loin, il n'y a pas encore de réforme des retraites, au contraire c'est une époque où le système, comment dire, prend de l'ampleur. Mais pour sauver un système auquel les Français sont attachés, c'est ça les dilemmes des gouvernements, c'est qu'ils savent très bien que les Français sont très attachés à la sécurité sociale. Et donc, si on fait des mesures, ça peut pas se dire contre la sécurité sociale, mais toujours pour la sauver. Et puisqu'on parle du symbole des mots, donc la construction du trou de la Sécu, rappelons aussi qu'à partir des années 70-80, on va décrire la sécurité sociale avec des termes qui sont extrêmement signifiants. On va souvent parler de cathédrale. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui vient du passé, qui est très imposant, mais qui risque de s'effondrer. En 1987, il y a les États généraux de la sécurité sociale. Le symbole qui est choisi, c'est une baleine. Donc, vous voyez, c'est un animal très sympathique, très imposant et en risque de voie de disparition. Donc, il y a cette logique qui est là. Ce que les années 80 vont rajouter au débat, c'est la notion de charge. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les années 80 qu'on va changer l'appellation des cotisations sociales pour maintenant dire les charges sociales. Et c'est le grand œuvre du papa d'Yvon Gattaz, le père de Pierre Gattaz qu'on a connu à la tête du MEDEF et qui, donc lui, Yvon Gattaz était à la tête du CNPF et qui lance la bataille des charges, c'est comme ça que ça s'appelle, pour faire comprendre aux Français, au gouvernement, que les cotisations sociales pèsent beaucoup trop cher. Dans un contexte qui devient de plus en plus clairement le contexte du marché européen dans lequel on compare le coût du travail, c'est ce que les économistes font à partir des années 80, et ça c'est vraiment un retournement, non pas par les prestations, puisqu'on reste attaché aux prestations, mais un retournement contre la Sécu par son mode de financement. Donc, les charges sociales, ce ne sont plus les cotisations sociales, c'est les charges sociales. Elles, on y va, ça critique à fond, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas. Et le premier temps des années 80, c'est de dire, puisqu'on ne peut pas augmenter les cotisations sociales, alors il faut limiter les dépenses. Et donc, ça justifie de plus en plus de mesures d'économie, dans la santé en particulier, et pour les années 90, en matière de retraite. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des explications claires et on voit combien l'histoire est importante ici avec, et ça c'est vraiment l'héritage de l'histoire, le cas de l'Alsace-Moselle. Ouais. Qui ne bénéficie pas du même régime. C'est ce régime allemand que vous évoquiez. C'est vraiment intéressant parce que il y a beaucoup moins de déficit, il y a beaucoup moins de dramatisation dans un système qui est beaucoup plus intégré, beaucoup moins fragmenté et qui fait l'objet d'une gestion paritaire beaucoup plus développée. En gros, en Alsace, c'est l'héritage qu'on a eu du fait que l'Alsace et la Moselle avaient été occupées par les Allemands, et donc c'est leur système qui est vraiment à l'œuvre avec le paritarisme dont on parlait, pas de régime complémentaire, parce que la couverture est beaucoup plus large. C'est important de le souligner, Nicolas Da Silva. C'est vrai que cette grande variété nous permet de comprendre aujourd'hui cette longue histoire, cette bataille de la Sécu. Et alors justement, au cours de cette émission, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux formes finalement d'universalisation de la sécurité sociale. Celle qui était promise en 45 et celle qui vient à partir des années 60-70, où il y a une étatisation et qui n'empêche pas la politique sociale qu'on connaît aujourd'hui, qui sont de réduction de l'espace public et de limitation des droits. Merci beaucoup à vous deux. On a bien compris que ce trou, il se creuse, mais il se creuse par des mots et avec sans doute une vision évidente. Merci beaucoup Bruno Palier. Merci beaucoup Nicolas Da Silva. Merci. Trou et on me mettra dans un grand trou et je n'entendrai plus parler de trous, plus jamais trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Serge Gainsbourg, bien sûr, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boeck. Aujourd'hui, la technique Noé Chaban, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copec, Chloé Rouillon et Maïwen Guizou, à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.